Hello tout le monde, bienvenue sur ce live, le premier live Facebook sur la page, sur le groupe. Je suis très content de faire ce live avec vous, donc surtout connectez-vous, mettez des likes pour me dire si vous m'entendez bien, un maximum d'énergie. On va faire plusieurs choses ce soir en direct ensemble. Vous le savez, on a fait un sondage pour savoir un peu qu'est-ce que vous avez besoin sur notre groupe Facebook, qu'est-ce qui vous intéresse. Et du coup, grâce à ce sondage, vous allez pouvoir gagner un livre que j'ai ici, qui est un très bon livre de notre ami Goulven. Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. D'ailleurs, pour celui qui aura la chance dans quelques instants de le gagner, eh ben, il est dédicacé par Goulven en personne. Donc, voilà, mettez des likes surtout pour montrer que vous êtes là. Salut Ludovic. Mets-moi un petit like pour montrer que tu es bien là, que tu m'entends bien. Le bol, il est ici avec tous les emails. Donc vous avez été, ouais, super. Vous avez été nombreux à participer. Hein, on a quand même été, il y a quasiment eu 100 personnes qui ont participé au sondage. Donc vous avez une chance sur 100 de gagner le livre de Goulven. Donc surtout, salut Baptiste, salut. Il me dit qu'il regarde, c'est parfait, je suis là, yes, ok, super. Donc dans quelques instants, on va faire le tirage au sort pour gagner le livre de Goulven. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, si on peut en parler 5 minutes. Je trouve que c'est assez inspirant de voir surtout l'état d'esprit en fait de Goulven dans ce livre. C'est vraiment quelqu'un qui a pas de limite. Il se dépasse, il y a un obstacle, on trouve une solution. Et c'est ça qui ressort de ce livre. En plus, vous aurez des astuces concrètes, des choses qui sont un peu borderline et un gros contenu sur la partie bancaire, ce qu'il appelle l'illusion bancaire, ce qui est vraiment super important. Merci Baptiste, ça va très bien. Et toi, dis-moi dans les commentaires comment tu vas, est-ce que ça investit? Voilà, donc il est 20h01, on va commencer le tirage au sort. Donc je mélange. Alors un truc quand même, vous avez remarqué, je suis tout seul. Bah ouais, je suis tout seul parce que Manu malheureusement est en déplacement. Elle est au travail, elle est toujours dans la rat race, donc il lui reste 45 jours à travailler avant de quitter son job, donc encore un peu de courage. Donc là, elle est à Paris, elle est en déplacement pour un séminaire, donc voilà. Ok, on va partir, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Hop, tu veux le livre dédicacé à ton nom? Ah là, écoute, c'est possible. Il faut que tu viennes. Goulven, il va faire un nouveau séminaire bientôt le 10 mai, je crois. Je t'invite à venir. Et franchement, on a participé en tant qu'intervenant à la première session et c'était assez cool. Bon, allez, c'est parti. J'arrête de parler. Je passe aux choses sérieuses. Vous voyez, il y a des emails. Est-ce que vous voyez le vôtre? Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Je ferme les yeux pour pas tricher. Une main innocente. Tac. Attention. Et le gagnant du livre de Goulven, c'est... Alors j'ai que l'email, désolé, il s'appelle duboissof@yahoo.fr. Donc bravo monsieur Dubois, on va dire. On va t'envoyer donc ce livre dédicacé par Goulven et tu apprendras sûrement beaucoup de choses grâce à ce livre. Merci à tous d'avoir participé. C'est vraiment important pour nous que vous puissiez donner votre point de vue sur ce que vous attendez. Nous, on est là pour vous aider, pour vous donner du contenu. D'ailleurs, je suis là aussi ce soir pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de tabou, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, Baptiste qui me dit qu'il est au top et qu'il a déjà acheté la 5e coloc. Super. Alors Baptiste, dis-moi, où est-ce que tu investis déjà? Nous, il faut savoir qu'on a, pour rappel, on a
une coloc. C'était notre premier investissement, une coloc de 3 chambres qu'on a acheté à Lille, qui a coûté 120 000 euros. Il y avait quasiment pas de travaux et on a pu dégager 1150 euros de revenus tous les mois, ce qui permet, on a un crédit à peu près à 650 euros. Donc tous les mois, on met 500 euros dans notre poche. Alors, Ludovic qui me dit c'est un livre au top, un peu limite des fois, mais au niveau mindset c'est top. Tout à fait, je suis carrément d'accord. L'état d'esprit de Goulven, il est vraiment super. Limite, bon bah après chacun a ses limites, j'ai envie de dire, mais quand on a envie de réussir, eh ben il faut trouver des moyens. Et Goulven, il avait un petit salaire, il n'avait pas forcément beaucoup de revenus, et du coup, eh ben il a trouvé une solution. Voilà. Alors, il est Baptiste qui investit en fait à Rouen et à Angers et qu'il a 2500 euros de cash flow net avec un financement à 110%. Bah, bravo, super Baptiste, excellent. 2500 euros de cash flow sur, je suppose, les 5 colocs, l'ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous raconter ma vie. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi. Donc, vous le savez maintenant, je suis consacré 100% à l'immobilier, au développement du blog et à continuer d'investir, de chercher des immeubles rentables. Et justement, aujourd'hui, j'ai fait une visite sur un immeuble. Un immeuble qui, donc je vais vous donner un peu les caractéristiques dans quelques instants, mais c'est vraiment une affaire intéressante, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Puisque vous le savez, notre stratégie c'est d'investir dans les immeubles de rapport avec finalement assez peu de travaux pour pouvoir enchaîner rapidement les investissements. Parce que je vous rappelle, on est passé de 0 à 15 locataires en 2 ans. Et pour faire ça, clairement, si vous avez beaucoup de travaux, c'est compliqué. Donc nous, notre stratégie, c'était vraiment de trouver des perles rares, des affaires en or, des biens rentables, des immeubles super rentables et d'enchaîner les investissements. Et pour enchaîner les investissements, on a choisi d'avoir peu de travaux. Alors, ça veut pas dire qu'il y avait pas de travaux, mais il y avait peu de travaux. D'ailleurs, je vois mon ami Charlie qui me dit que je suis mignon et que c'est gentil. Donc Charlie, c'est un gestionnaire en location courte durée, location, colocation, et il fait aussi nos travaux. On en est super content. Merci Charlie, mets-moi un pouce là, Charlie. Alors, Ludovic qui me dit avec Manu, vous passeriez pas une fois à l'apéro de Club Imo avec Guillaume et Émilie? Bah si, on est passé comment dire, il est passé Guillaume il y a 2-3 semaines et on était à l'apéro avec lui, c'était super intéressant. Charlie, merci pour le pouce. Donc ouais, donc je disais, donc un immeuble super intéressant, Charlie me perturbe. Un immeuble super intéressant parce que cet immeuble-là, déjà, il est situé dans un quartier qui est plutôt pas mal. Charlie, si tu peux rester, ça m'intéresse parce que je vais avoir besoin de toi pour les travaux. Donc cet immeuble, il est intéressant pourquoi? Parce que derrière, il y a une histoire. En fait, à la base, sur le site internet, je l'avais vu, mais il était trop cher. Trop cher, il est affiché à 240 000 euros. Sauf que comme j'ai une technique que je vais vous donner dans quelques instants, je fais régulièrement le tour des agences pour trouver des bonnes affaires. Et donc là, cet après-midi, j'avais un petit peu de temps. Donc je suis allé faire le tour des agences, voir mes copains les agents immobiliers pour savoir s'ils avaient des bonnes affaires. Et il y en a un qui m'a dit qu'il avait quelque chose. Et donc il m'a parlé de cet immeuble. J'ai dit ouais mais il est trop cher, il est affiché à 240 000. Il m'a dit oui mais la situation du vendeur elle est bien particulière parce qu'en fait c'est un couple qui a acheté il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et au début ils habitaient dans l'immeuble. Ensuite ils sont partis. Alors je crois ils se sont séparés. Donc voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ils se sont séparés et du coup ils vivent loin. Et aujourd'hui l'immeuble il est complètement laissé à l'abandon. Ils ont mal choisi leur locataire, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne sont plus capables de rembourser leur crédit immobilier et donc l'immeuble va être saisi. Donc à la base l'immeuble il était à 240 000 euros et l'agent immobilier m'a directement dit qu'on pouvait au minimum l'avoir à 200 000 euros et qu'il fallait tenter le coup, voire même être en dessous, tenter à 180 000. Alors,
Le truc, c'est que dans cet immeuble, jackpot qui me dit Charlie, dans cet immeuble, il y a quand même pas mal de travaux et donc j'ai pris quelques photos pour quelques vidéos. Donc en gros, ce que j'ai fait tout de suite en rentrant, donc moi quand je fais une visite, je prends mon calepin et je note tout ce qui va pas. Et donc là, j'ai la liste ici des travaux. Donc en gros, j'ai listé maintenant avec l'expérience, on arrive à estimer à peu près les travaux et donc j'ai listé tout ce qui va pas. Donc il y a le plafond, il faut refaire la cuisine d'une chambre, la cuisine du séjour, il y a un volet qui va pas, il y a des toilettes qui sont pourries. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Il y a une modif de cloison, mais ça je vous en parle après. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Les peintures, le sol, ça c'est typique à chaque fois, le sol, les peintures. C'est quelque chose à refaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le chéneau. Alors le chéneau, j'ai eu un coup récemment, Charlie, avec le chéneau qui, là j'ai vu, il était en mauvais état, donc va falloir le refaire. Et c'est quand même un immeuble assez grand. Il fait combien? Il fait 138 mètres carrés. Donc il y a quand même une belle longueur de chéneau et je pense qu'il va falloir le refaire. Il manque des rambardes dans les escaliers. L'électricité des communs, c'est à réviser. Il faut installer des décompteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un ballon d'eau chaude qui est cramé. Tac, tac, tac. Il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, tout dans les combles, ils ont aménagé les combles et il y a deux petits Velux. Et du coup, ça donne pas beaucoup de luminosité. Et ce qui est super important dans un appart, c'est 1, l'emplacement, 2, la luminosité et 3, c'est la vue. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite. Et en gros, c'est les 3 critères les plus importants lorsque les gens louent un appartement. Alors la vue, je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est combien ça va coûter, Charlie, dis-le nous dans les commentaires, pour augmenter la taille d'un Velux. Un tout petit Velux comme ça dans le toit, l'augmenter, peut-être un peu plus gros. Si on peut avoir un ordre d'idée, fais-nous un petit chiffrage comme ça à la grosse, ça serait intéressant. Du coup, cet immeuble, ce qui est super intéressant en fait, c'est que au rez-de-chaussée, Charlie qui me dit on va en discuter. Ok, on va en discuter. Il veut pas donner les prix tout de suite maintenant. 2000 balles me dit Ludovic. Ok, 2000 € pour un ou pour deux, Ludo. Et donc, ce qui est intéressant dans cet immeuble, c'est qu'on peut faire de la division. En fait, le rez-de-chaussée, c'est un T3. T3, il fait 50 mètres carrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 2 entrées au rez-de-chaussée. En fait, avant, il y avait un ancien bureau et ils ont condamné la porte et il y a une 2e entrée pour l'appartement. Donc, mon idée, c'est de faire pour booster un peu la rentabilité et faire que on va pouvoir augmenter la rentabilité de cet immeuble et le passer d'un truc qui serait pas terrible à 10% avec beaucoup de travaux, ce que nous, on arrive à avoir, on va dire, sans travaux sur un secteur tendu comme à Lille, et ben on va peut-être pouvoir avec ces travaux-là le pousser à 13%. En tout cas, c'est mes calculs. Après, il faudra confirmer avec un expert comme Charlie pour les travaux. Alors Charlie qui me dit qu'il peut pas dire, il faut qu'il voit sur place. Un Velux coûte environ 600 € neuf. Ah tiens, il y a Manu qui nous a rejoint. Elle est avec nous par la pensée. Elle est encore dans la rat race ce soir puisque oui, elle travaille. Donc à peu près 600 € pour un Velux. Après, il faut compter la main d'œuvre parce que c'est pas donné. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant vraiment sur cet immeuble, c'est de le diviser. Donc, le diviser au rez-de-chaussée, en tout cas le T3, je pense qu'on peut le transformer soit en un T2 et un studio, ou alors carrément faire 3 studios. Et avec 3 studios, selon mes calculs, on aurait une rentabilité de quasiment 13% sur un secteur qui est plutôt bien situé, l'immeuble à même pas 10 minutes à pied du métro de Lille, dans un secteur calme, à proximité des commerces, donc plus de 13% de rentabilité, travaux compris, c'est quand même pas mal. Mais pour ça, il va falloir valider le coût des travaux parce que les travaux, c'est quand même une grosse inconnue. Vous pouvez vraiment vous louper si vous faites une mauvaise estimation. Alors, Ludo qui me dit Charlie va te faire les deux contre une bonne bière. Ah bah ça c'est clair, Charlie, je sais pas si... Non, il boit pas d'alcool, Charlie.
Ok, Oumar, salut Oumar. Après la mairie te demandera des parkings et c'est chiant. Alors, pour la division, tu n'es pas obligé, si tu fais une division non cadastrale, d'avoir des places de parking, en fait. Ah, tu vois, Charlie boit pas d'alcool. Voilà. Donc, la division, il y a plusieurs types de division, puisqu'on en parle. Il y a la division cadastrale, c'est-à-dire que là, vous pouvez revendre à la découpe, et il y a la division d'espace de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous faites une colocation. Donc, à l'intérieur de votre immeuble, comme c'est vous le propriétaire, ça c'est un des gros avantages quand vous êtes propriétaire d'un immeuble de rapport, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Ok. Après, vous vous arrangez pour la taxe d'habitation, etc. Et Ludo qui me dit, tu peux éviter les parkings si tu fais 3 petits meublés. Bah ouais, là c'est typiquement le cas. Moi, ce T3 de 50 mètres carrés, je vais en faire 3 T1. Enfin, je vais en faire. On va étudier le projet, en tout cas, pour faire 3 T1. Et on verra ce que ça donne et le mettre en meublé parce que en meublé, on pourra bénéficier des avantages fiscaux du LMNP. Et voilà. Alors, allez en direct avec Dim. Oh, je suppose que c'est ce truc-là. Alors, Tony Giovanni, bonsoir. Tu es sûr de ça? C'est-à-dire, sûr de quoi, Tony? Dis-nous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Tant qu'il y a des questions, je reste là. Alors, Ludovic qui dit en division non officielle, déclaration en mairie, j'ai eu demande de parking. Ouais, après, si tu fais la demande en mairie, ça dépend qu'est-ce que tu as demandé à la mairie en fait. Hein. Parce que si tu fais ton truc dans ton coin, y a personne qui le saura entre guillemets. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un compteur supplémentaire. Et du coup, je vais pouvoir récupérer ce compteur-là. Au pire, il existe déjà en fait. Alors ça, c'est un point aussi qu'il faudra que je vérifie. Comment faire? Est-ce que j'ai besoin de rajouter un compteur? En tout cas, enfin, besoin pas forcément, mais combien ça coûte de rajouter un compteur par EDF? À mon avis, c'est assez onéreux. Charlie qui me dit c'est un projet pour quand que je prévienne ma banque que des millions de dollars arrivent. Bah écoute Charlie, moi je trouve qu'il faut que j'en parle à Manu parce que voilà, comme vous le savez, on va bientôt faire un grand voyage de 6 mois à partir de juin. On va partir de Cuba et on va aller jusqu'à Ushuaia. Et donc ce projet-là, comme c'est un projet avec des travaux, c'est pas facile à gérer. Donc là, il y a une astuce que je vais peut-être utiliser. Ça, c'est à voir. Je vais vous la donner. C'est d'utiliser la remise anticipée des clés. En fait, l'idée, c'est à partir du moment où l'offre est acceptée, c'est-à-dire que le vendeur qui est dans la galère en ce moment parce que le bien va être saisi, l'immeuble va être saisi. Donc là, ils sont vraiment à la gorge et c'est le meilleur moyen de négocier. Désolé pour eux, mais en gros, on va négocier la remise anticipée des clés puisque les appartements sont vides. Donc ça, c'est un gros avantage. Comme ils sont vides et qu'on a peu de temps, on va utiliser les 3 mois entre le moment où l'offre, entre guillemets, où l'offre d'achat est acceptée et le moment où on a le financement, à peu près 3 mois, pour commencer les travaux. Voilà, parce que là, du coup, si je devais attendre 3 mois la signature et ensuite commencer les travaux, malheureusement, on sera plus en France et moi, j'ai pas envie de gérer des travaux alors que je suis plus en France. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de voir, faire les devis avec quelqu'un de compétent vraiment qui va pouvoir chiffrer l'ensemble des travaux. 2, faire une offre de prix, enfin, une fois que on a le chiffrage précis, refaire les calculs de rentabilité. 3, faire une offre. Je pense que l'offre, enfin de ce que j'ai vu, je vais pas donner mes chiffres parce que sinon on va pouvoir voir combien j'ai estimé les travaux, mais en gros, on peut faire 13% de rentabilité. Si j'ai pris une marge, on pourrait faire plus de 13% de rentabilité sur un emplacement premium dans un quartier top et avec du déficit foncier. Et ça, c'est bien. On met tout ça en LMNP pour profiter du régime fiscal du meublé qui est très avantageux. Et c'est parti,
on a quelque chose de super rentable, quelque chose qui va nous générer du coup. Alors en termes de cash flow, si je regarde, donc nous on finance toujours les immeubles sur le plus long, puisque l'objectif c'est d'avoir les plus petites mensualités de crédit. Donc on prend toujours des crédits sur 25 ans. Donc sur 25 ans, donc on va dire que le prix, on arrive à le négocier à 190 000 euros, la surface 138 mètres carrés. Le taux de crédit, on va dire, j'ai pris un taux à 2%. La durée du crédit de 25 ans, ça fait 300 mois. Une assurance crédit à peu près à 0,03%. Les travaux, je mets un X, je vous le dis pas combien j'ai chiffré. Frais de notaire, ça va aller autour des 14 000 euros. Le coût de l'assurance crédit, 1500 euros. Le montant du prêt, du coup, hop. Et ça donnerait un cash flow mensuel de 1824 euros. 1824 euros en une opération, c'est plutôt pas mal. Avec ce genre de travaux, alors par contre, il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Le gros problème, c'est les locataires. Parce qu'en fait, c'est un immeuble qui se compose actuellement de 5 appartements. Sur ces 5 appartements, j'en ai visité 3 et il en reste 2 à voir. Parce que malheureusement, l'agent immobilier n'a pas réussi à avoir les locataires. Sur les j'ai vu donc une seule, il y en a 3 qui sont, il y en a 2 qui sont vides. J'ai pu en visiter 2. Donc là, il y a des travaux à faire et ça, avec la remise anticipée des clés, on va pouvoir le faire. Et il y en a un où j'ai vu le locataire et bon, comment dire, pour vous donner une anecdote, je suis allé à midi et on les a réveillés. Donc j'ai fait la visite, ils étaient tous les 2 dans leur lit. Donc, c'est assez triste comme ça, mais voilà, ils ont très mal choisi les locataires. Du coup, le point de vigilance, ça va être comment on va faire pour gérer ces locataires qui sont pas top en achetant l'immeuble. Donc ça, je vais voir quelle stratégie on va adopter, on va voir avec le notaire qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On va regarder les baux puisque les baux, ils sont, vous savez, ils sont renouvelés et on peut faire certaines choses, mais on peut pas non plus faire n'importe quoi. Et enfin, c'était vraiment l'appartement, c'était la catastrophe quoi. Il y avait des bières dans l'appart, ils étaient tous les 2 dans le lit. Il y avait pas le ballon d'eau chaude est claqué depuis plusieurs mois. Ils ont pas d'eau chaude dans l'appartement. C'est incroyable quoi. Donc forcément, quand on met en location ce genre de bien, on peut pas espérer avoir des bons locataires. Et ce qui est intéressant aussi et que je savais pas forcément, c'est que comme le Cassosland qui dit marge, ce qui est intéressant en fait, c'est que comme le propriétaire n'arrive plus à payer le crédit, c'est les huissiers qui perçoivent directement les loyers des locataires. Du coup, moi, je vais avoir le contact, j'ai demandé le contact de l'huissier à l'agent immobilier. Comme ça, je vais pouvoir appeler et savoir est-ce que les locataires payent. C'est quand même important de savoir. Après, quand il y a quelque chose comme ça, il faut intégrer le risque en fait que, entre guillemets, par exemple, la locataire que j'ai vue, à mon avis, elle doit pas forcément beaucoup payer. Après, il y a moyen aussi de récupérer la CAF en direct pour sécuriser une partie du loyer. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que là, son loyer, en plus, l'avantage c'est qu'elle est dans un studio, le loyer il est à 380 euros, donc c'est à prendre en compte dans le calcul du risque. Mais le dernier point que je voulais vous dire, et après si vous avez des questions, c'est le moment, c'est que non seulement il y aura 13% de rentabilité, mais au final, une fois que je l'aurai retapé ce bien, forcément il va prendre de la valeur au fur et à mesure des ans, mais directement, une fois qu'il est retapé, que je finis les travaux, je pourrais revendre cet immeuble en tant que business. C'est-à-dire que ça sera un immeuble clé en main, tout aura été refait dans l'immeuble et ça, il y a énormément d'investisseurs qui cherchent ce genre de bien et du coup, dans ce secteur-là, si je propose une rentabilité de 10% brut, ça va partir en 2 semaines, il est parti. Si l'immeuble il est refait, que les locataires sont, on a renouvelé les locataires, on a mis des gens corrects dedans et donc je ferai une plus-value d'au moins 50 000 euros. C'est-à-dire que j'achète l'immeuble, je fais les travaux,
je le revends un mois après, sûr et certain, je fais au moins 50 000 € de plus-value dans ma poche. Si on utilise quelques techniques pour pas payer l'impôt sur les plus-values, on peut récupérer une bonne partie de cet argent. Ce qui ferait en gros quasiment 20% de bénéfices sur une opération comme ça en quelques mois. 50 000 €, c'est pas tous les jours qu'on gagne 50 000 € en quelques mois. Donc voilà, je vous ai parlé de ma journée, une journée super intéressante. Charlie, je vais avoir besoin de toi pour estimer les travaux avec précision, parce que ça c'est vraiment une étape clé du projet. On va en discuter avec Manu parce que par rapport à notre timing. Et alors un truc que je vais faire, et je vous le donne en avant-première pour ceux qui sont là, si on n'arrive pas, si en termes de timing ou en termes de projet c'est quelque chose qui va pas nous correspondre, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on a des projets, etc. On proposera cette bonne affaire à notre liste d'emails. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je pense que vous êtes inscrit à notre mailing list, mais on proposera cette super affaire quasiment clé en main à la personne avec par exemple les chiffrages. Je pense que Charlie il va me faire les devis. On vous donnera tous les devis, tous les chiffres. Ça sera un investissement clé en main pour vous, pour ceux qui nous suivez. Voilà, merci pour les likes. Mettez des likes, ça fait plaisir. Si vous avez aimé ce premier Facebook Live, voilà, j'espère que le format vous convient. Petite nouveauté, quoi. Hein, alors, si on habite... Alors, allez-y pour vos questions. Du coup, j'ai pas vu passer toutes les questions, mais allez-y, c'est le moment. Dites-moi, Charlie, vas-y, mais Donia, ouais, salut Donia. C'était bien le Brésil? Mettez des likes, mettez du love, comme il dit. Comment on fait le love? Ah, comme ça. C'est des cœurs que je veux voir, c'est des cœurs. Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, marchand de biens, si on revend de suite. Ah, marchand de... Est-ce qu'on peut être qualifié de marchand de biens si on revend tout de suite? Alors, marchand de biens, il faut vraiment le faire régulièrement. Je pense que si on fait une fois, nous en tout cas, on n'a jamais revendu. Pour l'instant, on a... Ah là, j'ai des loves, ça me fait plaisir. Si on revend un bien, et notamment l'astuce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est par exemple, on pourrait très bien habiter dans un des appartements pendant 1 ou 2 mois ou 3 mois pour voilà, avoir des factures à notre nom. Avec ça, vous ne serez pas requalifié en marchand de biens. Par contre, si vous faites ça tous les 2 mois ou vous en faites 2 par an, c'est pas possible, quoi. Ah oui, vas-y Donia, mets-moi du cœur là, j'aime bien, vas-y. Alors, tu as un 06 qui me dit... Bah Charlie, oui, tu l'as mon 06. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, salut Seb. Alors, Oumar qui me dit, si on habite un appart pendant 6 mois après avoir fait des travaux, est-ce qu'on serait exonéré de l'impôt sur la plus-value? Alors, si tu fais si c'est un appartement, c'est clair que si tu vis dedans et que tu le revends, il n'y aura pas de souci. Comme je te le dis, il faut pas le faire tous les 6 mois. Mais si tu le fais, on va dire une fois par an, ça commence à devenir une fois tous les 2 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Tu seras pas requalifié en marchand de biens, et la plus-value, c'est encore une niche fiscale qui est rare, c'est pour toi la plus-value. Salut Lionel. Allez-y, posez-moi vos questions. Ah, si tu parles d'un appart dans l'immeuble, si on fait un appart dans l'immeuble, moi à confirmer, mais je pense pas. J'en pense pas que si tu revends et que tu as habité dans l'appartement, dans un des appartements de l'immeuble et que tu revends, t'en fais un, tu seras pas requalifié en marchand de biens. Par contre, si tu revends si tu achètes un immeuble, que tu divises et que tu revends à la découpe, là c'est clair, tu es requalifié direct en marchand de biens. Salut Roger, mettez-moi des likes. Lionel, j'ai pas vu de like. Roger, j'ai pas vu de like. Mettez-moi des likes et posez-moi toutes vos questions. On répond à tout ce soir. Tac, tac, voilà. Il y a même des cœurs et tout, c'est génial. Super. Roger, alors comment ça se passe? Dis-moi où est-ce que tu en es sur les investissements. Allez-y, je vous écoute. Des questions sur l'actualité, etc. Donc on vous l'a dit, aujourd'hui une super visite. Si on va faire les devis, on va étudier le projet et si il est bon, on le proposera
à notre liste. Voilà, pour les gens qui veulent investir sur l'île, sur un marché qui est très porteur. Alors, Raisin, vous allez acheter ce nouvel immeuble avec une SCI parce que si on exploite en direct, en nu, et qu'on veut passer au meublé, c'est compliqué. Alors, comment on va l'acheter si on veut passer en nu? Non, il n'y a pas de problème en fait. Tu peux très bien. Alors, comme je le dis, dans cet immeuble, il y a deux appartements qui sont vides et il y en a 3 qui sont occupés. Du coup, on les passe au fur et à mesure en meublé. Donc je pense que il faut voir la stratégie. La SCI à l'IS, je le rappelle, c'est bien si vous voulez vous construire un patrimoine, si vous voulez transmettre ça à vos enfants. L'avantage de la SCI à l'IS, c'est que vous pouvez faire du nu et vous aurez une fiscalité très avantageuse. Vous aurez vous pourrez amortir en fait. Comme le LMNP, pardon, vous pourrez amortir en SCI à l'IS et du coup vous ne paierez pas d'impôt pendant plusieurs années. L'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est 1, pour sortir des revenus de la société et 2, la plus-value à la revente. Voilà, donc ça c'est les 2 inconvénients de la SCI à l'IS. Si vous voulez vous verser du salaire avec vos immeubles, on vous recommande davantage le LMNP. L'inconvénient, c'est qu'il faut louer en meublé. Et donc le meublé, c'est un peu plus de turnover, c'est la gestion des locataires qui est un petit peu plus importante, c'est le montage des meubles, c'est un peu plus de réparation, etc., etc. Alors, Roger qui me dit faut attendre 3 ans avant de passer un nu en LMNP. Non. Non, pas à ma connaissance. Roger, il n'y a pas besoin d'attendre pour passer du nu en LMNP. LMNP, exonération des plus-values. Ouais, tout à fait. Allez-y, vos questions. On est là pour vous. Mettez des likes. Oh, Manu, elle est pas là, donc je me lâche. Je fais n'importe quoi. Elle m'engueulera pas parce que sinon, voilà, c'est compliqué. Ok. Bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager cet instant-là avec vous. Merci d'être fidèle à nous, de nous suivre. Ça nous fait super plaisir. C'est pour vous qu'on le fait. Et puis, voilà. Je vais faire... Alors, Lionel qui dit, je vais faire la même chose, nu puis meublé. Ok, merci. À quand une vidéo sur l'exploitation de chambres d'hôtes? Ah, tu veux faire les chambres d'hôtes? Alors ça, personnellement, j'en ai jamais fait des chambres d'hôtes. Donc nous, on est spécialisé dans les immeubles. Les chambres d'hôtes, c'est pas notre spécialité. Désolé. On peut pas être spécialiste partout. Donc voilà. Salut Hervé. Si tu as des questions, mets des likes, mets du love. C'est parti. Des cœurs, des pouces. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous. N'oubliez pas, alors attendez, Hervé qui me dit que penses-tu de la rentabilité d'un gîte? Bah j'en sais rien, il faut les chiffres en fait. Il faut les chiffres, il faut prendre le prix d'achat, ce qui est important dans la location de courte durée ou la location saisonnière comme on l'appelle, c'est en gros le taux de remplissage. Et comment vous allez et l'estimation à la nuitée en fait. Parce qu'une fois que vous avez le taux de remplissage et l'estimation à la nuitée, vous avez le prix d'achat, vous pouvez faire le calcul. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on a été au ski la semaine dernière, on était au ski et j'ai fait une étude de cas concrète sur faut-il investir. La vidéo, vous la verrez sur la chaîne dans quelques semaines, on va dire. La vidéo, elle s'intitule faut-il acheter à la montagne? Faut-il investir à la montagne? Et en fait, on a fait une étude de cas concrète et on s'est rendu compte que ça valait pas du tout le coup. Ça valait pas du tout le coup. Non seulement la montagne, investir à la montagne, c'est dangereux entre guillemets parce que il y a le risque. C'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de neige. Si vous n'avez pas de neige, les gens ils viendront pas chez vous. La saison au ski, c'est 4 mois. 4 mois, si c'est pas une bonne année au niveau de la neige,
vous allez faire un chiffre d'affaires pourri et en attendant le crédit lui il tombe tous les jours. Donc moi rien que pour ça j'investirais pas à la montagne. En plus souvent le prix au mètre carré il est extrêmement cher. On est sur les mêmes niveaux que Paris et ce genre de choses. Donc franchement, même avec de la location courte durée, c'est pas forcément intéressant. Alors attendez, j'ai des questions là parce que quand on achète un immeuble, chaque appartement est soumis au même statut. Oui, si tu achètes un immeuble. C'est une question qu'on a posée récemment à notre comptable. En fait, tu peux pas dire j'achète en LMNP en bas et puis en SCI à l'IS parce que quand vous achetez un bien, un immeuble en tout cas, vous achetez un seul immeuble. Donc il faut choisir, soit vous faites en société, soit vous faites en nom propre. Alors, est-il préférable d'acheter un immeuble avec locataire déjà en place ou vide? C'est une très bonne question. Et je vais te dire qu'il y a deux visions de la chose. Nous, on a acheté les deux. On a acheté des immeubles qui sont vides et on a acheté des immeubles qui étaient occupés. Avantage, inconvénient. Un immeuble qui est vide, tu vas pouvoir choisir toi-même tes locataires. C'est-à-dire que tu n'auras pas de surprise. Tu n'auras pas de surprise sur les locataires. Ce sera de ta faute si ils sont pas bons. Donc ça, c'est un gros avantage. Inconvénient d'un immeuble qui est vide, c'est que premièrement, tu connais pas tous les problèmes de l'immeuble. C'est-à-dire que quand nous on fait une visite, encore cet après-midi, je passe dans l'appartement, donc avec ces deux personnes qui étaient dans le lit, en train de dormir à midi, incroyable. Je leur ai quand même posé la question est-ce que il y a des problèmes dans l'appartement? Ça c'est super important quand vous visitez. Posez toujours la question au locataire parce que l'agent immobilier, il va vous dire que tout est bien, tout est gentil. Mais le locataire, lui, va dire, il va pas se priver. Il va dire, ah oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et en 5 minutes, vous avez tous les problèmes et vous listez tout. Et ça vous permet de donner des billes pour la négociation derrière. Donc, là, par exemple, elle m'a dit que le ballon d'eau chaude, il était claqué. Si j'avais pas posé la question, je l'aurais pas su. L'agent immobilier me le dit pas, ça. Donc, voilà. Donc, là, l'avantage d'acheter vide, on l'a dit, c'est premièrement, vous choisissez vos locataires. L'inconvénient, c'est que vous connaissez pas, vous n'avez pas un feedback sur l'état de l'immeuble. Et deux, c'est que quand déjà pour le financement, les banques aiment moins, ils préfèrent quand l'immeuble est déjà loué parce qu'ils se basent sur des loyers qui sont réels. Vous avez les baux. Ils savent que c'est du factuel. Et même, je vais vous dire que nous, on a acheté un immeuble qui faisait 12% de rentabilité brute. Comme il était vide, c'était une succession. Comme il était vide, ils ont plafonné le montant des loyers. Ils l'ont plafonné, je crois, à 7%. Alors à la Banque Postale, c'est notre banque. Ils font comme ça, ils plafonnent à 7% à partir du moment où le logement est vide. Alors que les loyers, on le sait, on pouvait louer 500 € par appart, ça faisait plus de 12% de rentabilité. Mais comme il était vide, ils appliquent ça. Donc ça, pour les banques, c'est moins bien quand c'est vide. L'avantage d'acheter un immeuble qui est déjà loué, c'est que les loyers, à partir du moment où vous signez, les loyers, c'est dans votre poche, c'est direct. Deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir faire les réparations au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en charge de travail, ça sera moins important. Quand vous récupérez un immeuble, comme ça a été notre cas, avec 3 appartes qui étaient vides, les travaux, c'est sur les 3 s'il y en a. Faut repeindre les 3, etc. Donc forcément, ça vous allonge le temps de mise en location. L'avantage quand il est loué, directement, à partir du moment où vous passez chez le notaire, boum, les loyers tombent chez vous. L'inconvénient, vous choisissez pas vos locataires et donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Il faut prendre en compte, c'est pas parce que c'est des mauvais locataires qu'il faut pas acheter, mais il faut, entre guillemets, l'anticiper. Une astuce, allez, je vous la donne, pour savoir si les locataires payent, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Vous demandez les relevés de compte sur 3 mois. Vous demandez les relevés de compte et vous aurez du coup, vous verrez si dans le relevé de compte, il y a bien tous les loyers sur les 3 derniers mois. Ou deuxième astuce, si la personne a une société, vous demandez tout simplement les bilans de la société puisqu'il est obligé de fournir les bilans. Tous les ans, il y a des bilans et dans ce bilan, vous verrez le chiffre d'affaires qui a été et avec un simple calcul, vous verrez si les loyers correspondent bien au chiffre d'affaires qui a été fait.
Voilà, 2 astuces pour savoir si les locataires qui sont en place payent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a une petite... Alors, est-ce que le nombre de lots est important dans une copropriété? Est-ce que le nombre de lots est important? C'est-à-dire, si on achète un appart et que... enfin, vas-y, précise ta question, Hervé. Alors, salut Clément. Alors, avez-vous déjà fait du différé? Et si oui, allez-vous au bout de la durée? Pour mon cas, j'ai différé partiel de 36 mois, super, pour max 6 mois de travaux. Alors ça, le différé. Alors juste une précision pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le différé. Merci Lionel de parler de ça. Le différé, c'est en gros, il y a 2 types de différé. Le différé partiel et le différé total. En gros, vous achetez un immeuble, à partir du moment où vous achetez, normalement, vous devez commencer à rembourser la banque, à donner les mensualités tous les mois. Une grosse astuce, c'est de prendre un différé. Surtout quand vous avez des travaux, mais même si vous n'avez pas de travaux, faites un différé parce que l'avantage, c'est qu'en gros, vous allez acheter l'immeuble, vous prenez un différé par exemple de 6 mois. Généralement, un différé, c'est entre 6 mois et 2 ans. Là, tu as eu 36 mois, chapeau, c'est parce que sûrement il y avait beaucoup de travaux. Mais vous prenez un différé, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir tous les mois des loyers et vous n'allez pas rembourser votre crédit si vous prenez, attention, un différé total. Prenez pas un différé partiel parce qu'un différé partiel, vous allez devoir payer les assurances et au final, vous allez quasiment rien économiser. Mettez des likes si vous aimez cette astuce. Donc, prenez un différé total, ce qui fait que pendant, par exemple, 6 mois, vous allez récupérer tous les loyers sans rembourser le crédit. Ça va vous créer un gros matelas de sécurité. C'est super important, surtout si vous investissez dans l'immobilier, s'il vous plaît. Faites-vous un matelas de sécurité, c'est-à-dire nous on recommande d'avoir entre 6 mois et 1 an de loyer sur votre compte en banque. Le jour où il y a un problème, moi ça a été mon cas il y a encore une semaine, une fuite dans un de mes immeubles. Au final c'est un chéneau, le chéneau à refaire, boum, 2500 balles pour refaire le chéneau. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent et si j'avais pas les fonds, eh ben, j'aurais été dans le caca, quoi. Donc, toujours avoir un matelas de sécurité et justement, le différé total, ça vous permet de constituer une épargne. Alors, il y a plein d'astuces sur les banques, mais ça, c'en est une bonne. Et merci Lionel de l'avoir évoqué ça ce soir. C'est vraiment important d'avoir de l'argent de côté pour en cas de problème. Et en plus, surtout, c'est que vous allez faire grossir, vous allez avoir beaucoup de cash et si vous voulez continuer, enchaîner les investissements, cash is king. Les banques adorent que vous ayez du cash. Donc si vous avez un différé de 6 mois à 1 an, vous avez pris tous les loyers, ça sera que du bonheur pour continuer à investir. Alors, est-ce que dans une copropriété qui comprend, j'ai du mal, 10 lots et une autre où il y en a 120, il y a des paramètres à prendre en compte avant d'acheter. J'espère avoir été plus clair. Alors, forcément, plus la copro est grosse, plus la copro, c'est une règle générale, plus la copro est grosse, plus les charges de copropriété sont élevées. C'est pour ça que nous, on achète des immeubles. Parce que quand vous avez acheté un immeuble, c'est vous la copropriété. Et donc, vous n'avez pas de charges de copro. Ou en tout cas, elles sont très réduites puisque c'est vous qui les définissez. Par contre, dans mon cas, là, il y a une semaine, les 2500 € pour le chéneau, c'est pour Bibi. Hein. Il n'y a pas de répartition avec les autres locataires puisque l'immeuble, il est à moi. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Si ça répond à ta question, on met un like. Ok, alors oui, 70 000 € de travaux, différé partiel. Donc Lionel, ouais, qui nous parlait du différé partiel. Au max du différé, on paiera 350 € de remboursement d'intérêt pour 2 000 € à 2 400 €. Ah, t'as pris un différé partiel? Bah c'est dommage, tu aurais pu prendre un total. Alors, Ray qui me dit, est-ce que vous avez ouvert un compte bancaire par immeuble? Ah, les comptes bancaires. Alors, il faut savoir que nous, on a 2 types de biens. Ah voilà, j'ai du like, j'ai du love, c'est cool.
Donc, pour les comptes bancaires, il faut savoir que si vous investissez en société, vous avez l'obligation d'avoir un compte bancaire et pas n'importe lequel, un compte bancaire professionnel. Donc, et malheureusement, les comptes bancaires professionnels, c'est plus cher. Donc, voilà, c'est quasiment le double. Voilà, donc nous, alors, sur le LMNP, vous n'avez pas besoin. Donc là, typiquement, on a un compte Boursorama qui est gratuit et les loyers, ils arrivent dessus, les dépenses, ils sont dessus. Donc nous, vous pouvez en fait ouvrir sur Boursorama ou ce genre de banque en ligne gratuitement plusieurs comptes pour bien faciliter la gestion et que votre comptable, il s'arrache pas les cheveux. Mais en gros, pas besoin d'avoir, c'est un compte par société puisque par exemple, on a donc 2 SCI. Ouais, on a 2 SCI et dans une SCI, on a un immeuble et dans l'autre SCI, on a 2 immeubles parce que on a optimisé, parce qu'il faut savoir que plus l'idéal, c'est d'avoir, on va dire en termes de gestion, c'est beaucoup plus facile d'avoir un immeuble, une SCI, enfin une société. Mais le problème, c'est que chaque société, ça veut dire un bilan. Du coup, ça coûte de l'argent. Et comme nous, on achète des petits immeubles, on peut en mettre 2 dans la même société. Du coup, on paye moins de bilan. C'est une autre astuce. Si vous avez aimé l'astuce, mettez des likes. Ok. Super, le coût du différé. Oui. Très bonne astuce. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Allez-y, c'est le moment. Tac. Mettez des likes. Mettez des cœurs. On peut mettre des smileys, je sais pas. Mais mettez des likes. Mettez des cœurs. Bon, allez, soyons sérieux, parlons immobilier. Alors, pourquoi avoir plusieurs SCI? Ah, très bonne question. Merci Stéphane. Pourquoi avoir... Alors, il faut savoir que si vous avez une SCI, il y a plusieurs, comment on va appeler ça? Plusieurs paliers en termes de revenus. Si vous dépassez, alors, excusez-moi, je me souviens plus du chiffre, mais j'ai une idée approximative. Si, on peut mettre des smileys, ça c'est bien, j'aime les smileys. Si vous dépassez les 38 000 euros et des brouettes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos loyers, vous allez passer au-dessus de l'IS réduit. C'est-à-dire que l'IS réduit, alors je sais plus, je crois que c'est 14%. Si vous êtes en dessous de 38 000 euros, vous allez avoir l'IS réduit à 14%, je crois. M'en voulez pas si j'ai fait une erreur sur les chiffres, je m'en souviens plus. Si vous êtes au-delà de 38 000 euros, vous allez payer l'IS plein pot, genre 30%. Donc, il faut pas mettre tous vos immeubles dans la même SCI parce que là, vous allez vous taper l'IS à plein pot et ça vaut pas le coup. Donc, faites plusieurs SCI pour, comme je vous l'ai dit, l'idéal c'est une SCI par immeuble, mais ça dépend du montant. Dans notre cas, on pouvait mettre 2 immeubles dans la même SCI. On dépassait pas l'IS, le taux d'IS réduit, les 38 000 euros et des cacahuètes. Du coup, on a un seul bilan à faire et ça coûte moins cher au niveau du comptable. Alors, quoi d'autre comme question? Isabelle, quel type de ville pour du LMNP? Ah, très bonne question. Comment savoir si on peut faire du louer meublé non professionnel, c'est-à-dire du meublé quoi, dans quelle ville? Eh bien, tout simplement, premièrement, vous regardez sur Le Bon Coin, est-ce qu'il y a des annonces de meublé dans votre ville. Par exemple, nous on investit à Aubourdin, c'est à côté de Lille, c'est une ville qui est un peu moins chère mais qui est vraiment juste à côté. Il y a un hôpital, enfin il y a des choses intéressantes dans cette ville. Du coup, est-ce qu'il y a du meublé à Aubourdin? Parce que c'est une ville qui est moins grosse que Lille, c'est pas forcément évident. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Le Bon Coin et on voit déjà s'il y a des offres de meublé. Il y a 2 options, soit il y en a, soit il y en a pas. S'il y en a pas, ça peut vouloir dire cool, je vais me démarquer du marché, on se différencie. S'il n'y en a pas, ça veut aussi vouloir dire peut-être qu'il n'y a pas de marché, peut-être que les gens ne sont pas intéressés pour du meublé. Du coup, qu'est-ce qui vient derrière ça? Deuxième astuce, mettez un like si vous voulez mon astuce pour savoir si on peut faire du LMNP. Je veux du like, sinon je vous donne pas mon astuce. Allez, et des cœurs et des smileys, des trucs comme ça. Allez, sinon je donne pas mon astuce, ma deuxième astuce pour savoir si on peut faire du meublé. Bon, il n'y a pas de cœur, je vais pas donner mon astuce.
Ah, un petit cœur, un deuxième, ah, c'est timide, c'est timide. Bon, allez, je vais vous la donner quand même. Du coup, deuxième astuce, c'est vous faites, ah là, il y a des likes. Vous faites, je vais vous la donner, vous faites une annonce fictive. Qu'est-ce que c'est une annonce fictive? En fait, vous prenez des photos. Alors, vous prenez pas des photos de fous, de trucs de malades que n'importe qui. Vous prenez une photo, par exemple, vous allez voir dans le sud de la France, un appartement, voilà, un peu classique, et vous mettez une fausse annonce sur Le Bon Coin et vous allez voir si vous êtes appelé. Si votre téléphone, alors vous mettez l'annonce en disant bien que c'est du meublé, vous mettez le loyer que vous estimez, etc. Si vous avez au moins 10 appels dans les 2 jours, vous pouvez y aller. Il y a de la demande sur le meublé dans cette ville. Voilà mon astuce. Donc l'annonce fictive, retenez bien ça. C'est vraiment une étude de marché concrète qui va vous permettre de savoir si vous pouvez y aller. Après, vous pouvez très bien commencer en meublé et puis après c'est le truc, c'est de savoir quelle fiscalité vous allez pouvoir utiliser. Mais entre guillemets, la fiscalité, vous avez quand même quelques mois après l'achat. Donc vous pouvez choisir plus tard. Il y a que si vous achetez en société, là vous êtes obligé de l'acheter tout de suite, enfin de le dire tout de suite au début. Donc voilà. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Avez-vous... Ouais, c'est ça, 38 500. Alors, Lionel qui me dit, avez-vous déjà racheté des meubles d'un locataire en nu pour le passer en meublé? Alors, non. Par contre, on a acheté un immeuble, une succession, et en fait, la propriétaire voulait pas s'embêter à déménager les meubles. Du coup, elle nous a vendu l'immeuble avec les meubles. Et on l'a négocié en fait dans le truc. Et du coup, on a donné. Alors, c'est pas du vrai meublé parce que je le rappelle, le vrai meublé, il faut donner les couverts, les petites cuillères, les trucs et tout ça, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc. Il faut donner les draps. On peut pas faire n'importe quoi avec le meublé. Hein. Si vous avez un contrôle, ça peut être requalifié comme n'étant pas du vrai meublé. Donc le vrai meublé, faut vraiment, c'est comme si vous arriviez, vous posez vos valises. Alors il y a un texte de loi qui définit exactement ce qu'il y a besoin dans un meublé. Mais donc oui, on a racheté des meubles, mais on l'a pas mis en meublé cet immeuble-là, parce que nous on achète à ce jour on a acheté en SCI à l'IS parce que notre stratégie c'est de pas faire beaucoup de gestion. Par quel comptable passez-vous? En ligne ou en agence physique? On a pris un premier comptable et au niveau alors il était vraiment pas cher, mais au niveau du service, 0. Donc on a changé de comptable, c'est possible. Au bout de 1 an et demi, on a changé de comptable et là on a pris vraiment quelqu'un de beaucoup plus qualifié, un peu plus cher aussi. Mais voilà, il faut savoir ce qu'un bon comptable, ça peut vous faire gagner aussi pas mal d'argent. Donc moi c'est un comptable physique, mais il est à Paris et nous on est à Lille. Donc c'est quelqu'un d'assez jeune, donc on se contacte par Skype, etc. Il y a même des applications, alors ça c'est Manu qui gère la gestion, tout ça, mais il y a même des applications pour enregistrer les notes de frais, les notes de frais, les tickets de caisse, pour quand vous faites des déplacements, vous pouvez déduire les indemnités kilométriques, etc. Vous pouvez rentrer ça dans une application. Donc voilà, c'est un comptable physique. Gilou me demande si Pascal et Sylvie sont pas toi. Ah non, ça je peux pas répondre, c'est personnel. Donc mes parents qui font les travaux, ils vont très bien. Je les ai pas exploités depuis un moment. Alors, Stéphane qui me demande, est-ce qu'il y a un nombre de biens minimum pour passer en SCI ou quel est l'avantage de passer en SCI autre que la succession? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, avantage de la SCI, en gros, à l'IS. Donc, il y a 2 types de SCI. Hein. Un SCI à l'IS, impôt sur les sociétés, et il y a le SCI à l'IR, impôt sur les revenus. On parle pas de la SCI à l'IR, c'est une autre stratégie. Mais l'impôt sur les sociétés, l'avantage, c'est que vous pouvez faire du nu et vous pouvez amortir. Donc, en gros, vous avez, je schématise, je vulgarise, mais en gros, vous pouvez avoir les mêmes avantages que le meublé, mais en faisant du nu. Donc vous embêtez pas avec tous les meubles, avec le plus de turnover, etc. L'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est que vous payez l'impôt sur les plus-values et que c'est plus difficile de sortir l'argent de la société.
Et est-ce qu'il y a un nombre de biens minimum pour passer en SCI? Pas du tout. On fait une SCI à partir de 1. Vous pouvez faire une SCI à partir de un appartement, même, mais ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Alors, Yanis qui me demande, pour l'achat d'un immeuble, c'est mieux d'être en LMNP ou en SCI? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Ça dépend. C'est une question. Alors, je vais vous donner 2 méthodes. Allez, si vous mettez au moins 10 likes là maintenant, 10 likes comme ça, je vous donne 2 méthodes pour savoir comment, quelle est la meilleure fiscalité. Ah, t'as eu ta réponse? Ah, si t'as eu ta réponse, je réponds pas alors. Sinon, tant pis. J'allais vous donner 2 conseils pour savoir comment choisir votre fiscalité. Si vous mettez des likes et des loves et des trucs comme ça, des smileys qui font le sourire, hein, bien sûr. Je vous donne. Allez, c'est bon, ça, c'est bon, bien, super. Premièrement, oh ouais, j'ai du like. Alors, ça va leur coûter bien. Comment savoir quel type de régime fiscal il faut utiliser? La méthode, elle est simple. Moi, je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable. Le meilleur moyen, c'est premièrement, vous allez sur un simulateur. Par exemple, vous en avez 2 euros. Le 1, c'est rendement locatif et le deuxième, c'est le simulateur de Laurent Morin. Et avec ça, vous allez pouvoir faire compte de c'est tout simplement, vous allez voir au moment. Alors, la fiscalité, on a beaucoup de questions sur ça, etc. Les gens, ils ont peur des impôts en France et tout. Mais la vérité sur ça, c'est que la fiscalité, il faut l'anticiper, c'est sûr. Mais vous avez, entre le moment où vous avez fait votre offre et le moment où vous allez signer, vous avez du temps, vous avez 3 mois pour aller voir un comptable. Allez voir un comptable, c'est gratuit. Vous lui dites, voilà, faites-moi une simulation en LMNP, en SCI à l'IS. Et lui, il va vous faire tous les chiffres en fonction de votre cas particulier parce que chaque cas est différent sur ça. Mes revenus sont pas pareils que les vôtres. Donc, je peux pas vous dire c'est mieux le LMNP, c'est mieux le SCI. Moi, ce que je peux vous dire, c'est les avantages de l'un et de l'autre. Mais le mieux, c'est 1, quelle est votre stratégie? 2, allez voir un comptable pour savoir quel est le plus avantageux pour vous. Voilà ma réponse. Salut Guillaume, n'hésitez pas. Ah, c'est haché. Ouais, j'ai une connexion pas terrible. Donc là, ça doit être mieux normalement. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? C'est le moment, hein? Aujourd'hui, c'est coaching gratuit. Pas de questions? Bon bah écoutez, moi je vais m'en aller alors du coup. Je vais m'en aller s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas des cœurs. Guillaume, mets-moi un petit cœur s'il te plaît. Alors, Hervé qui me demande, est-ce que avoir des locataires sous APL, c'est une bonne option d'investissement? Alors, l'APL, il y a beaucoup de monde qui touche les APL. APL veut pas dire cas sociaux. Donc, en fait, le vrai point, c'est de bien choisir vos locataires. Choisissez vos locataires. Qu'ils aient l'APL ou qu'ils l'aient pas. Ah ouais, super Guillaume, merci. Le vrai truc, c'est de bien choisir vos locataires. Qu'ils aient l'APL ou pas, ça, c'est pas ça qui fait que c'est un bon locataire ou pas. Il y a une question intéressante que vous m'avez pas posée. C'est quoi un bon locataire? Alors, Roger qui me demande, le bien ne perd pas comptablement 4% de sa valeur à l'année en SCI à l'IS, ce qui engendre une plus-value plus importante à la vente, j'ai un doute. Alors, en effet, en SCI à l'IS, vous allez payer les plus-values parce que, l'impôt sur les plus-values, la taxe, comment on dit, ouais, l'impôt sur les plus-values. Mais le truc, c'est que vous allez pouvoir amortir votre bien. Du coup, je vous donne un exemple. Vous achetez un immeuble qui vaut 200 000 euros. Vous l'amortissez, vous l'utilisez, donc vous l'amortissez, c'est-à-dire que comptablement, vous allez passer des amortissements pour payer 0 impôt pendant plusieurs années. Au bout de 10 ans, vous aurez peut-être passé 100 000 euros d'amortissement. C'est-à-dire que votre bien, comptablement, il vaudra 200 moins les 100 000 que vous avez amortis, il vaudra plus que 100 000 euros. Et du coup, vous allez, au moment de la revente, si vous le revendez quelques années après,
Ils vont faire la différence entre le prix de vente, c'est-à-dire par exemple vous avez le prix de l'immobilier a augmenté, vous revendez 300 000 euros, ils vont faire 300 000 euros moins les 100 000 euros, ça fait 200 000 euros de plus-value et donc vous allez payer l'impôt sur les plus-values sur 200 000 euros parce qu'on déduit les amortissements. Donc ça c'est un gros inconvénient de la SCI à l'IS. Alors, Guillaume qui me dit « Salut Simon, tu as maintenant quitté ton travail et franchement, je t'envie. Penses-tu pouvoir encore investir plus loin où la banque va poser souci? Tu en as déjà parlé avec le banquier. » Alors, très bonne question Guillaume. Le financement, c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier. Si vous voulez vivre de l'immobilier, il faut trouver des solutions pour avoir un crédit no limite entre guillemets. Aujourd'hui, c'est dommage Guillaume que tu sois pas arrivé à l'heure parce que j'ai parlé d'une super affaire que je viens de trouver et que justement, on va pouvoir tester le financement alors que je ne suis plus salarié, je n'ai plus de CDI. Et ça, aujourd'hui, moi je peux te dire qu'il y en a qui réussissent à emprunter sans avoir de CDI. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Je pense que c'est possible et en tout cas, tu peux compter sur moi pour trouver des solutions. J'en ai pas mal en tête pour réussir à financer peut-être ce nouveau projet que je viens de trouver aujourd'hui. Donc la réponse est peut-être, on va voir dans les prochains jours, semaines. Voilà. Stéphane, merci. Alors, un locataire, Hervé qui me dit un locataire qui paye 30% plus cher que les autres avec 30 jours d'avance est un bon locataire. Ouais, pas forcément. Pas forcément. Imagine, Hervé, que ce locataire fait la fête tous les soirs dans ton immeuble. Penses-tu que même s'il paye 30% plus cher et à l'avance, ce soit un bon locataire? Non. Il y a 4 critères pour un bon locataire, mais vous ne me posez pas la question, donc je vous les donnerai pas. Si le locataire avec APL, préférez-vous toucher les APL ou les laisser verser au locataire? Ça impacte le versement des APL à date échue. Très bonne question. Et là encore, nous, on a décidé, à ce jour en tout cas, de ne pas percevoir les APL directement. C'est le locataire qui choisit, qui touche les APL et ensuite ce locataire fait un versement sur notre compte. Pourquoi on a fait ça? Parce que les APL, c'est beaucoup d'administratifs. Donc, on veut pas trop s'embêter avec ça et du coup, on laisse ça au locataire. L'inconvénient, c'est un locataire qui est un peu limite et qui paye pas. Ça peut être bien d'avoir les APL. Donc, à ce jour, comme on a des bons locataires, on a la chance d'avoir des bons locataires, eh ben, on n'a pas pris les APL pour nous. C'est les locataires qui touchent les APL parce qu'on ne veut pas se taper la bureaucratie. Stéphane, il paraît qu'il y a un souci pour la déduction des travaux en 2018, voire 2019 avec le prélèvement à la source. As-tu entendu parler de ça? Oui, j'en ai entendu parler, mais pour moi, il n'y aura pas de problème. Enfin, pour moi, je vois pas comment il pourrait faire autrement que de laisser la déduction. Guillaume, je suis à la bourre. Tu mettras les solutions dans ta formation en module supplémentaire. Oui, tout à fait. Emmanuel, bonjour. Est-ce que je peux faire une facture pour acheter les meubles à ma locataire et passer en LMNP ou puis-je les faire en espèces? Ah, alors, bonne question. Je rappelle que c'est Dubois-Soff qui a gagné le livre de Goulven. On vous le recommande. Pour ça vient directement. C'est une bonne astuce aussi qui vient de mon comptable. Vous pouvez payer en liquide. Ce qu'il faut faire, c'est demander, comment ça s'appelle? En fait, c'est un papier qui dit que vous avez payé, par exemple, votre plaque vitro. Personnellement, nous, on aime bien acheter sur Le Bon Coin parce qu'on gagne énormément d'argent en faisant ça. Par exemple, les plaques vitro, vous divisez facilement par 2 le prix de la plaque. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça prend un peu plus de temps. Mais en gros, quand vous allez chez le particulier pour lui payer sa plaque, l'idéal, c'est de le payer en chèque.
Mais si vous pouvez pas, vous pouvez payer quand même en liquide et vous faites un reçu. Vous dites Monsieur Tartampion, je sous-signais Monsieur Tartampion avoir vendu à Monsieur Leclerc une plaque vitrocéramique pour la modique somme de 100 €. Et comme ça, vous pouvez le passer en amortissement même si c'est pas neuf. Est-ce que ça répond à tes questions, Emmanuel? Y a-t-il des villes, Isabelle qui me demande, y a-t-il des villes autour de Lille à privilégier? Oui. Il y a Lille, il y a un super marché à Lille. Venez investir à Lille, venez nous rejoindre. Il y a de la place pour tout le monde sur Lille. Alors, la question c'est quelles sont les villes, je suppose. Moi, je vais te dire, on investit à Lille pour l'instant et à Aubourdin. Voilà. Donc, Aubourdin, si tu veux. Non, pas content les voisins. Tout à fait, Hervé. Donc ça, un locataire, les 4 critères, c'est ça, les 4 critères. Qu'est-ce que c'est les 4 critères d'un bon locataire? Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Ok pour l'info APL, je suis dans le cas où les APL étaient versés à l'agence en gestion et donc je dois voir avec les APL pour que les locataires récupèrent. Galère de contacter. Alors nous on avait le même cas de figure, Lionel, et ça s'est très bien, fait. En fait ça s'est fait. Après c'est Manu qui gère ça. Malheureusement, Manu, t'es où Manu? Elle est pas là. Mais la gestion locative, c'était géré en agence et donc on a réussi à faire repasser les APL qui étaient donnés directement à l'agence aux locataires. Voilà, donc ça se fait. Ça se fait. Alors Cambrai, on me dit Cambrai. Cambrai, je connais pas Cambrai. Enfin, je connais de nom, hein, mais je connais pas le marché de Cambrai. C'est un peu loin pour moi Cambrai par rapport à où j'habite. Mais je pense que Cambrai, ça doit être pas mal. Cambrai, ça doit être pas mal. Guillaume qui dit j'ai investi à Roubaix hypercentre. Chut, faut pas donner des super tuyaux comme ça. Je pense que Roubaix, par exemple, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Par contre, attention au quartier de Roubaix, hein. Manu, elle a peur de la caméra. Non, Manu, elle travaille, elle est dans la rat race. Il lui reste 45 jours à travailler, la pauvre petite. Hervé qui me demande, les critères d'un bon locataire. Où est Manu? Elle travaille, elle est à Paris. Alors, les 4 critères d'un bon locataire, allez, je vous les donne. Premièrement, ça c'est un investisseur qui a beaucoup plus d'expérience encore que nous, qui nous a donné, et nous, il nous en a donné les 3 règles. Et nous, on en a rajouté une, enfin, c'est Manu qui en a rajouté une. Premièrement, locataire qui paye et à l'heure. Deuxièmement, locataire qui respecte l'appartement. Ok? L'appartement, je vous le donne, il est nickel, vous me le rendez, il doit être nickel. Ça doit être dit entre les 2 yeux avec le locataire. Hein? Et troisième règle, vous respectez les voisins, vous respectez la vie de l'immeuble. Ok? Si vous avez un locataire, nous on a un immeuble de 6 lots. Imaginez qu'il y en ait un, et ça a été le cas, qui mettait la musique à fond, etc. Vous pensez que les autres locataires, ils vont se barrer. Et là, vous êtes dans la mouise. Donc, respecter, c'est la 3e règle. Et 4e règle, la règle bonus de Manu, parce que elle, bref, 4e règle, elle est pas là, je vais pas dire du mal, on dit pas de mal des absents. 4e règle, un locataire qui répond quand vous le contactez. Nous, on fait la gestion en direct et parfois, c'est très compliqué de se faire, d'avoir, entre guillemets, on envoie un SMS, on l'appelle, il répond pas, etc. Donc, un locataire, ça c'est pareil, c'est à préciser. Ces 4 règles-là, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous faites la visite, vous êtes super sympa, sourire et tout, vous vendez votre produit. Une fois que, entre guillemets, c'est vendu, au moment du compromis, au moment du bail, vous prenez une tête sérieuse. Il y a 4 règles qui sont non négociables. Et je vais vous les donner et je voudrais que vous les respectiez. Parce que il faut que ça se passe bien, ça doit être une relation de confiance entre le locataire et le propriétaire. Ces 4 règles, c'est et vous donnez vos 4 règles. Et là, les gens font « Ah oui, bah oui, bien sûr ». Et si ils respectent pas ces règles, vous pourrez leur dire « Vous vous rappelez des règles ?» Là, vous êtes pas en train de respecter. Donc, je vais vous demander soit vous rentrez dans le rang, soit vous partez. Salut Greg. 5e règle, un locataire qui reste longtemps. Alors ça,
tout à fait, un locataire qui reste longtemps, c'est important. Mais j'ai envie de dire, si vous avez un bon produit, si vous êtes au prix du marché et si vous proposez quelque chose de qualité, votre locataire, il va rester. Sauf si vous faites de la courte durée, ça c'est évident. Alors, autre question. Ou bail société, pas mal non plus. Ça, je sais pas ce que Isabelle, dis-moi. Tac, tac, tac. Wow, j'ai des likes et tout, c'est cool. Mettez des likes, mettez des cœurs, merci. Allez-y, si vous avez des questions, c'est là, je suis là pour vous ce soir. Manu, elle est pas là, donc je m'ennuyais, je me suis dit, je vais faire un Facebook Live. Voilà, c'est pour ça. Ok, super, allez-y, mettez-moi vos questions, j'y réponds, à tout ce soir. Simon, peux-tu nous parler du bail notarié? Oula, c'est-à-dire, c'est quoi le bail notarié? Je connais peut-être, mais pas sous ce nom-là en tout cas. Alors, pour les baux, état des lieux, est-ce que vous utilisez des formats en ligne ou vous achetez des packs tout faits? Très bonne question, Lionel. Alors, il existe un truc. Alors, pareil, si vous mettez du gros like, je vous redonne un truc qui va vous faire économiser des centaines d'euros. Comment avoir un bail carré et qui vous coûte pas cher et qui respecte les dernières lois en vigueur? Comment on fait? Mettez des likes, mettez des loves. Yes! Pour avoir un bail, je vous donne 2 astuces parce que vous mettez... Déjà, il y a un site qui s'appelle Le Bon Bail. Le Bon Bail. Déjà, avec ça, c'est des baux, c'est gratuit. Vous aurez des baux nickel, à jour, etc. Deuxième astuce pour vous, il y a un truc qui s'appelle... Alors, attendez. Comment ça s'appelle? Les éditions Tissot. Les éditions Tissot, ils font des baux qui sont papier, qui sont au goût, avec les dernières règles, ça coûte genre entre 10 et 15 euros. Avec ça, c'est carré. Et ce que nous, on a fait, c'est que, en fait, c'est un kit. On appelle ça des kits Tissot. On a recopié, Manu, elle s'est tapée à recopier tout le bail qui est en version papier en format informatique. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à, parce que sinon, vous êtes obligé ou alors vous faites des photocopies. Mais bon, nous, on l'a fait comme ça. Et donc, c'est mieux. À quel moment peut-on revoir un loyer à la hausse? Alors, les loyers à la hausse, vous pouvez... c'est bien, hein, il y a des bonnes questions là, bravo. Bravo Stéphane. Les loyers à la hausse, vous avez 2 options, vous avez 3 options en fait. 3 options. Premièrement, vous ne revoyez pas le loyer. Vous n'appliquez pas l'indexation des loyers, c'est-à-dire que vous pouvez, la loi vous permet d'indexer le loyer par rapport, comment on appelle ça, à l'inflation. Nous, on ne le fait pas. On ne réévalue pas les loyers. C'est-à-dire que le locataire qui rentre aujourd'hui en 2018 à 300 euros le studio, dans 10 ans, potentiellement, il sera toujours à 300 euros. Deuxième option, celle que on préconise, c'est vous réévaluer le loyer quand il y a un changement de locataire. Puisque si le locataire est resté longtemps, les loyers ont peut-être évolué sur le marché et vous réajustez à ce moment-là. Troisième option, c'est ce que je vous disais, vous indexez le loyer par rapport à l'inflation. Voilà, donc ça, faut le prévoir dans le bail. Nous, personnellement, on réévalue pas les loyers parce que il faut... En fait, nous, ce qu'on veut faire, là aussi, je vous donne une astuce, demander à vos locataires de faire un virement automatique pour vous tranquilliser l'esprit. Virement automatique, toujours la même somme, toujours au même moment. Avec ça, vous dormez sur vos 2 oreilles. Donc comme ça, les oreilles. Donc voilà. Et donc ouais, parce que tout ça pour dire, parce que si vous faites réévaluer les loyers, et ben le virement, il faut le modifier, etc. Et donc ça, c'est compliqué. T'es bronzé, toi? Qui c'est qui me dit ça? Ouais, je reviens du ski, c'est pour ça. Alors, où trouver un immeuble à vendre hormis Le Bon Coin? Ah là 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 là, quel sujet intéressant, Isabelle, merci, merci, merci. Pour trouver des bonnes affaires, on a environ 6 techniques. Je ne vais pas vous les donner toutes. Je ne peux pas tout vous donner non plus ce soir. Il faut en laisser pour la prochaine fois. Il y a plusieurs stratégies. Nous, une des stratégies qu'on aime, c'est l'erreur de prix. L'erreur de prix, c'est en gros,
une mauvaise estimation du prix du bien du vendeur. C'est-à-dire que normalement, le marché, cet immeuble-là, il devrait se vendre à 200 000 euros. Et ben, pour X ou Y raison, alors quand je dis c'est trompé, c'est pas forcément trouvé, il y a souvent une raison. Souvent, le vendeur est pressé, il a besoin de cash, c'est un divorce, c'est une succession, etc. Bref, il y a plein de raisons possibles. Et ils le vendent à 180 000. Et ben ça, mettez en place des alertes. Mettez en place des alertes sur Se Loger, sur Le Bon Coin, voilà, ce genre de, sur Logikimo, je vais pas tout vous donner mes sources, parce qu'après vous allez me piquer mes bonnes affaires, mais dès que vous avez une alerte qui sonne, boum, vous prenez votre téléphone, vous y visitez le plus rapidement possible et vous vous positionnez. Nous, on adore ça, c'est une des astuces qu'on utilise. T'es bien bronzé Théo. Bah ouais, je te dis, je suis allé au ski. Alors, Guillaume qui me dit beaucoup d'immeubles ont un rez-de-chaussée commercial. Je sais que vous préférez les immeubles avec juste de l'habitation. Pourquoi penses-tu garder ce critère à l'avenir? Alors, pourquoi on préfère, en effet, Guillaume qui nous connaît bien, on préfère garder des immeubles d'habitation? La raison la plus simple, c'est que c'est les baux commerciaux, donc il y a les baux d'habitation, voilà, et les baux commerciaux, c'est beaucoup plus complexe. Alors Manu, elle a acheté un bouquin juridique et tout sur les baux commerciaux. Il y a quand même, c'est quand même une spécificité. Aujourd'hui, on s'interdit pas, si on trouve une bonne affaire, de trouver, d'acheter un immeuble avec un rez-de-chaussée commercial. Mais il faut vraiment que l'emplacement soit au top. Donc aujourd'hui, on préfère les immeubles avec habitation parce que tout simplement, on sait ce qu'on sait faire en fait. On a déjà fait. Les immeubles avec des rez-de-chaussée commerciaux, ça peut être intéressant de transformer ce local commercial avec certaines règles de l'urbanisme, etc., etc. Donc pourquoi? Parce que les baux sont plus compliqués que les baux d'habitation. Ah, Lionel qui me dit on aurait pu, ouais. On aurait pu. Non, mais Manu, c'est moins cher. Ah, il me donne un logiciel. Look logiciel ABBYY. Ok, merci Lionel pour cette astuce. Pour la prochaine fois, on le saura. Stéphane, quand tu es en SCI, sous quelle forme se dégage-t-on un salaire si le cash flow le permet, bien sûr? Ah, très bonne question. Comme je disais, la SCI à l'IS, bien sûr, c'est plus compliqué enfin c'est pas plus compliqué, c'est qu'il y a une imposition sur les dividendes en fait. Il faut se verser des dividendes, voilà. Donc c'est tous les ans. Tous les ans, vous pouvez verser des dividendes si vous faites des bénéfices avec votre société. Mais la SCI, encore une fois, c'est pas idéal pour se verser un salaire. Préférez du LMNP pour ça. C'est plus patrimonial, la SCI, pour la transmission du patrimoine. D'autres questions? Mettez des likes. En tout cas, merci, hein, c'est super sympa d'échanger avec vous comme ça. Franchement, c'est top. Si ça vous plaît, mettez un like et peut-être qu'on en refera. Peut-être qu'on en refera. Je commence à voir. Wow. C'est de l'eau, hein, c'est pas de la vodka. Allez, c'est parti. Bon allez, il est quelle heure là? On voit pas, ils font bien sur Facebook. Hein. Hervé qui va à la banque, il s'en va. Combien de biens paraissent... Ah, Guillaume, t'aurais dû être là, hein. T'aurais su, j'ai répondu à ça, Guillaume. Bon, c'est pas grave, je vais te le redire. En fait, ça dépend, on ne dépasse pas les 38 000 euros pour avoir l'IS réduite. Donc, on a un immeuble qui est assez gros, il y a 6 appartements, donc un immeuble, une SCI. Par contre, on a une deuxième SCI où on a 2 immeubles à l'intérieur. Oula, j'ai plus de batterie. T'inquiète Guillaume, il n'y a pas de problème. Avec le LMNP, peut-on cotiser pour la retraite? C'est quoi ça? Non, c'est un régime fiscal
Comment vendre au banquier l'achat d'un immeuble? Alors là, moi je peux pas. Là, je vais finir là-dessus d'ailleurs. Si vous voulez toutes nos stratégies pour convaincre le banquier, on a une formation qui s'appelle Séduire le banquier. Un petit instant de pub. C'est vraiment une formation où on a mis tout ce qu'on savait sur le financement pour décrocher un oui de votre banquier, pour simplement l'empêcher de vous dire non. Tout simplement. Et dedans, il y a énormément de contenu. C'est une formation qui est assez courte mais qui est très importante et notamment on vous donne notre méthode, la méthode qu'on a utilisée pour emprunter près de 800 000 euros en moins de 2 ans et en mettant zéro apport. Zéro apport. Et on n'est pas riche, on n'avait pas 100 000 euros sur les comptes en banque, on gagnait, il n'y a pas de secret, 4 500 euros net par mois à 2 avec Manu. Et avec ça, on a réussi à emprunter. On a fait 4 crédits sur 25 ans en SCI à la Banque Postale. Notre méthode, elle fonctionne, elle est super efficace. Très bonne formation et pas cher, qui me dirait. Bah merci, Ray. N'oublie pas, j'ai posté un commentaire sur le groupe. J'espère que tu pourras nous faire un témoignage. C'est important pour nous pour développer cette stratégie. Ah, Guillaume aussi qui me dit ça m'a aidé votre formation, j'ai financé mon premier immeuble. Yes, super Guillaume. Et je suis sûr que c'est pas le dernier Guillaume. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas le dernier. Allez, je vous dis bonne soirée les amis, à bientôt et n'oubliez pas, l'aventure continue. À demain.